Bonjour chers téléspectateurs de Digital Congo, bienvenue à ce nouveau numéro de questions internationales, cette émission qui, comme vous le savez, traite de la coopération entre la RDC et d'autres pays du monde, mais aussi de toutes les questions internationales. Alors sur ce plateau, je reçois Monsieur Trésor Lungungu qui est juriste et internationaliste, mais aussi membre de ASAMAF, qui veut dire Affinité scientifique Auguste Mampouya Forever. Bonjour Monsieur Trésor. Bonjour Madame Fifi. Merci d'être venu. Merci beaucoup. D'ailleurs, vous êtes un habitué de cette émission. Ce plateau, oui. Alors, nous allons parler de cette question qui dérange vraiment, qui a bouleversé toute la République démocratique du Congo. C'est cette agression des rebelles du mouvement du 23 mars. Alors, depuis des décennies, la République démocratique du Congo a toujours été victime des agressions des certains pays voisins, et la dernière agression, la plus récente d'ailleurs, c'est celle de M23, et généralement on a toujours pointé du doigt ou en coulisses pointé du doigt le Rwanda, mais cette fois-ci ça a été prouvé que le Rwanda soutient le M23. Et c'est quelque chose qui arrive au moment où le chef de l'État entreprend de démarches de rapprochement avec le Rwanda. À votre avis, pourquoi cette hypocrisie de la part du Rwanda? Quelque part, on est d'accord, il y a des accords avec la RDC, mais en coulisses, on soutient un mouvement rebelle. Je voudrais, avant de répondre à votre question, préciser, corriger des choses dans la formulation de la question. Les M23 en tant que mouvement armé ne peut pas agresser un État, puisqu'en droit international, l'agression est le fait d'un État étranger contre l'intégrité territoriale de notre État. En réalité, lorsqu'on évoque le concept d'agression, on doit voir du côté de l'agresseur un État étranger et non pas un groupe armé. Donc, si nous estimons qu'il y a agression, il faut nommer l'État agresseur indiqué. Dans le cas d'espèce, on parle du Rwanda. Pour un groupe armé qui se dit congolais, les M23, on parlerait d'une incursion, d'un mouvement rebelle. Alors, il est possible qu'un État puisse agresser un autre au travers d'un groupe rebelle, sans envoyer directement, manifestement ou ostensiblement ses troupes sur le territoire de cet État. On se cache. En créant, effectivement, en créant un groupe armé, en contrôlant ces groupes de manière que ces derniers ne puissent entreprendre aucune activité sans son aide, sans ses directives. C'est ce qui semble se confirmer avec les M23, qui de plus en plus apparaît comme un groupe dirigé par le Rwanda. Les deuxième élément, que le M23 est là, le mouvement du M23. Effectivement, on n'a pas eu la preuve de la création par le Rwanda, mais nous savons que les dirigeants du M23, c'était la deuxième précision que je voulais apporter, ce n'est pas que cette fois-ci ça a été prouvé, ça avait déjà été prouvé en 2012. Puisqu'en 2012, il y a un rapport du groupe d'experts des Nations Unies qui a diligenté des enquêtes sur les soutiens qu'on apportait au M23 et qui a démontré que le Rwanda apportait un soutien constant au M23 en termes de matériel, en termes de logistique, même en termes des hommes, en termes de formation. Les territoires rwandais servent de base arrière au M23 lorsqu'ils sont repoussés, comme ces groupes étaient repoussés sous nos héros Mamadou Ndala et autres, ils trouvent refuge sur le territoire rwandais. Donc en réalité, la collaboration ou les soutiens du Rwanda est documenté depuis 2012 dans ces rapports du groupe d'experts des Nations Unies. Ce n'est pas la première fois. Au contraire, cette fois-ci, on a détenu des militaires rwandais, mais nous n'avons pas pu, au Conseil de sécurité, affirmer clairement devant les membres du Conseil de sécurité que le Rwanda soutenait. Si vous vous rappelez, au cours de la toute dernière séance du 31 mai 2022, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda a manifestement et sans confusion estimé que les forces armées de la République démocratique du Congo, avec dans leur rang les FDLR, avaient attaqué les territoires rwandais.
Mais quand les nôtres avaient pris la parole, au lieu de dire de manière claire et sans confusion que le Rwanda soutient les M23, il a utilisé un style flou, interrogatif, se demandant qui soutient le Rwanda. Pourquoi chaque fois qu'on parle du M23, le Rwanda doit sortir? Est-ce que c'est pas une poule qui cache les poussins? Ce style-là interrogatif ne nous a pas aidés. Il fallait, comme le ministre rwandais l'avait affirmé, que les nôtres affirment que voilà, nous détenons des militaires rwandais que nous avons trouvés sur le sol congolais, aux côtés du M23. Le soutien du Rwanda est donc prouvé et manifestement. C'est comme ça que le Conseil de sécurité n'a pas condamné le Rwanda, n'a pas dénoncé les soutiens du Rwanda. Parce que le Congo a toujours ces besoins-là, ces soucis de promouvoir la paix entre les deux pays. C'est-à-dire que... Et ce n'est pas le cas de leur côté, peut-être. Non, je ne vois pas les problèmes à ce niveau-là. Moi, je pense que vous avez posé la question sur l'hypocrisie de Paul Kagame. Non, là, je répondais par rapport à la déclaration. Vous avez dit de notre ministre qui a utilisé un style interrogatif. C'est pourquoi j'ai dit c'est peut-être de la volonté des Congolais de promouvoir la paix. C'est par rapport à ça qu'il a utilisé ce style. Non, mais si on veut promouvoir la paix, les conseils de sécurité et les cadres, comme lui-même l'avait dit dans son allocution, le ministre des Affaires étrangères, c'est un cadre créé pour régler pacifiquement les conflits. Okay. Je pense qu'il avait raté cette occasion. Ça, il faut les relever. Quelques jours après, on apprend que le chef de l'État à Oyo, au Congo-Brazzaville, devant la presse, c'est là effectivement qu'il martèle et qu'il dit ouvertement qu'il y a le soutien du Rwanda. Mais au Conseil de sécurité, on attendait effectivement que le Congo puisse affirmer de manière claire. Ça, on l'a pas fait. Mais les Rwandais, pour leur part, ont continué dans leur ligne de défense que nous avons été attaqués. Des obus venant du Congo, tirés par les FRDC et les FDLR, ont atterri au Rwanda et ont détruit. Nous, on n'a pas pu le dire. On a posé des questions aux membres du Conseil de sécurité pour qu'ils répondent ou pour qu'ils condamnent comme ils l'ont fait dans le passé. Parce que, comme je viens de le dire, dans le passé, les Nations Unies ont condamné ouvertement, dans un rapport documenté de 2012 qui existe, les soutiens que le Rwanda apporte au M23. S'agissant de l'hypocrisie, pour répondre à votre question, moi, je pense que les présidents de la République démocratique du Congo, en venant au pouvoir, avaient voulu imprimer sa marque, a voulu effectivement faire les contraires de ce que ses prédécesseurs avaient fait. Or, le président Tshisekedi n'est pas un novice sur la scène politique congolaise. Il connaît les 2 dernières décennies, les genres de relations que notre pays a entretenues avec le Rwanda. En arrivant au pouvoir, il s'est dit, et c'est ce qui transparaît dans ces décisions, que si le Rwanda s'est comporté de manière hostile vis-à-vis du Congo, c'était peut-être parce que on n'approchait pas Kagame, c'était parce que on ne coopérait pas avec lui. Il a signé des accords, vous avez suivi. Il a voulu, expérimenter il est allé 2 fois au Rwanda, il est allé s'incliner devant les mémorials du génocide, il a invité Kagame à Kinshasa 2 fois, à Kinshasa 1 fois, il a été applaudi au stade, il l'a invité à Goma, ils ont signé des accords. Donc il se disait qu'en faisant cela, effectivement, il allait, s'il ne l'avait pas comme allié contre les groupes armés, du moins, il allait mettre fin à ses projets sur l'Est du Congo. Mais là, malheureusement, il est contredit par la réalité. Et la réalité lui dit que le problème de Kagame, c'est que la distance que Kabila avait entretenue avec lui. Le problème de Kagame, c'est qu'il veut utiliser l'Est du Congo non seulement pour renflouer les caisses de son pays et ses caisses personnelles, mais aussi pour se faire une place dans les décisions sur l'avenir du Congo, sur la stabilité du Congo. Voilà, et en fait, Kagame n'est pas hypocrite. Kagame dit ouvertement ce qu'il pense du Congo. Il est hypocrite. Quand tu dis ouvertement, mais tu te rapproches de cette personne-là comme un ami. Tu signes un accord. Non, mais c'est nous qui sommes naïfs. C'est nous qui sommes naïfs. Ce n'est pas lui qui est hypocrite. Kagame dit ouvertement, vous avez des vidéos où il dit effectivement que pour la défense de son pays, il est prêt à aller partout. Et voilà, je pense que c'est nous, avec notre actuel gouvernement, qui avons été naïfs de croire
qu'en embrassant Kagame, en approchant Kagame, en signant des accords de coopération avec Kagame. Ce qui est encore grave. Vous savez, madame, sur ces plateaux, nous reviendrons, je pense, au cours de l'émission, nous avons discuté de l'arrêt de la Cour contre l'Ouganda, mais avec le Rwanda, on a un passé qui n'est pas encore écrit. Le président Tshisekedi pensait qu'on pouvait tourner une page en ignorant ce qui est écrit sur cette page. Or, ce qui devait être fait avant d'aller vers Kagame, c'est d'exiger au moins la vérité dans les relations entre les deux pays. Le Rwanda n'a jamais accepté qu'il a agressé le Congo. Le Rwanda n'a jamais accepté que ses troupes ont commis des crimes au Congo. Il y a 2 ans ou une année, à Paris, le président Kagame a encore nié qu'il y a eu des crimes commis au Congo. Je pense qu'on ne peut pas entretenir quelque genre de relation avec cet État si la vérité n'est pas établie. Si le Rwanda n'a pas reconnu la compétence de la Cour, il y a d'autres mécanismes, puisque la saisine de la Cour n'est pas le seul mode de règlement pacifique des différends. On peut effectivement utiliser d'autres moyens comme préalable. Parce que Kagame a besoin de coopérer avec le Congo. Le Congo, c'est le géant de la région. Le Congo, c'est un grand marché. Le Congo a des ressources. Si Kagame a besoin que son Rwandais survole notre espace, s'il a besoin d'exploiter les richesses du Congo, je ne sais quoi, on doit d'abord écrire les passés. Donc, voilà. À votre avis, vous pensez que ça n'a pas été une bonne démarche de la part du chef de l'État? Mais la réalité prouve que le chef de l'État s'est trompé. Et effectivement, la leçon à tirer, c'est que on ne peut pas entretenir des relations, des bonnes relations, aller signer des accords, embrasser quelqu'un qui nous a agressés, qui a commis des crimes au Congo, sans établir cette vérité, documenter cette vérité, soit par une sentence arbitrale, par un arrêt d'une juridiction internationale, ou par un accord conclu après des négociations, comme on connaît les traités de Versailles, quand l'Allemagne a agressé les autres pays européens, avant d'accepter l'Allemagne dans les relations internationales, l'Allemagne a accepté dans les traités de Versailles que voilà, effectivement, j'ai agressé et j'accepte de payer ceci, cela. Okay. Je pense que sans ces préalables-là, pas la population rwandaise, pour une partie, cette population combat aussi M. Kagame. Mais le régime de Kagame n'est pas fréquentable, du moins pour le Congo, si on n'arrive pas à réparer les passés, à écrire comme nous sommes en train de le faire avec les Ougandais, à écrire les passés ensemble pour que les enfants sachent que un jour, le 2 août 1998, même en 1996, avec l'FDL, c'était une agression. Voilà. Alors, Maître Trésor Lungu, tout est parti du génocide rwandais. Lorsque les Hutus et Tutsis se sont entretués, alors il y a une partie des Hutus qui sont venus ici. Après, c'était, je crois, lors de l'opération turquoise, au cours de laquelle les Nations Unies nous ont imposé d'ouvrir nos frontières et de recevoir ces réfugiés Hutus. Et depuis, le gouvernement rwandais n'a jamais accepté de récupérer ses fils rwandais Hutus qui sont ici sur le sol congolais. Et d'ailleurs, j'ai suivi le propos de Madame Eve Bazaïba, qui est vice-premier ministre de l'Environnement et Développement durable. Elle a dit que les Nations Unies ne devraient pas nous demander à nous de nous organiser, mais plutôt de demander au gouvernement rwandais de recevoir ses fils. Est-ce que vous soutenez ces propos de Madame Eve Bazaïba? Je suis d'accord avec la présentation du problème, tel que vous l'avez faite. Je suis aussi d'accord avec les propos de Madame Eve Bazaïba, mais il faut tirer les conséquences de tout ce que nous sommes en train de dire. D'abord, il faut constater, Madame, que le Congo a, dans sa volonté de respecter ses engagements internationaux, ouvert ses frontières aux millions de Hutus rwandais qui fuyaient la prise du pouvoir par les FPR Tutsis, dirigés par Paul Kagame. Ouais. Donc, en fuyant, les opposants de M. Kagame et la population civile sont venus au Congo. Les Zaïre, à l'époque, pensaient bien faire. Il y a d'ailleurs une vidéo de l'ancien Premier ministre Kengo Wadondo qui, effectivement, à l'époque, dénonçait cette décision. Mais le président Mobutu ne pouvait pas faire autrement parce qu'on ne pouvait pas fermer nos frontières et laisser le nouveau régime à Kigali massacrer, exterminer les Hutus.
Donc, la décision du Congo aujourd'hui, je pense qu'on ne devrait pas regretter d'avoir bien fait d'accueillir des réfugiés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après? Cette même communauté internationale qui devrait garantir le respect des obligations internationales en matière de réfugiés, nous a abandonnés quand M. Kagame a commencé à prendre pour prétexte la poursuite de ce qu'il a appelé Interahamwe, FDLR, anciens génocidaires, qui se trouveraient au Congo. Il s'en est servi d'abord en 93, en 96, pour venir avec l'AFDEL. Ils sont arrivés et là, la communauté internationale, M. Kagame n'aime pas ça. Il y a eu un deuxième génocide rwandais, puisque les troupes de M. Paul Kagame ont tué les Hutus dans des camps de réfugiés. Ouais. Ça, c'est une boîte à Pandore qu'il faut ouvrir, qu'il faut mettre sur la table. Deuxièmement, en 98, quand le président Laurent Désiré Kabila remercie ses alliés, voilà, vous étiez venus nous accompagner, vous devrez retourner et le Congo devra être dirigé par ses enfants. Il crée un autre mouvement pour revenir avec, comme argument toujours, la poursuite de ses opposants armés, FDLR, Interahamwe, anciens génocidaires. Et il va continuer en créant les CNDP et en plus les M23. Mais donc, c'est le même prétexte quand l'ambassadeur rwandais, le 31 mai dernier, au Conseil de sécurité, affirme que les FRDC, avec dans leur rang les FDLR, c'est le même discours, c'est la même chanson des FDLR. Mais madame, l'armée rwandaise a occupé le Congo de 98 à 2003, 5 ans durant. Cette armée rwandaise n'a pas pu arrêter un seul FDLR. Cette armée est revenue avec les CNDP. Ils n'ont pu rien faire. Le président Kabila, je pense que le président Tshisekedi, en lisant l'histoire du pays, aurait pu s'inspirer. Le président Kabila a même tenté à un moment donné, ce qui a fait partir le président Kamere du perchoir de l'Assemblée nationale, qu'inviter Kagame pour qu'il traque les FDLR sur le territoire congolais serait une bonne chose. Malheureusement, cette opération n'avait pas eu lieu. Donc, qu'est-ce que le Congo n'a pas voulu faire pour montrer à Paul Kagame que nous ne sommes pas dans la joie d'avoir sur notre territoire des opposants rwandais? Non, ce n'est pas notre plaisir. Mais en même temps, le Congo n'est pas obligé de livrer un opposant, par exemple, non armé rwandais qui serait au Congo pour aller se faire assassiner là-bas. Voilà. Non. Donc, pour revenir au propos de Madame F. Bazaïba, je suis d'accord effectivement que Rwandais doit recevoir oui, et c'est ça la faiblesse, une ligne de faiblesse de l'accord cadre d'Addis Abeba sur la paix dans la région des Grands Lacs. On a imposé au Congo et aux Congolais la démocratisation, comme si seul le peuple congolais avait besoin de la démocratie. On a laissé tous les autres pays de la région développer des régimes contraires à la démocratie. Pourquoi imposer aux Congolais des concertations? Nous avons organisé des dialogues intercongolais, des consultations, des concertations. Mais pourquoi on n'imposerait pas à Paul Kagame un dialogue avec ses opposants armés? Pourquoi on ne lui exigerait pas d'entendre les revendications de ces anciens FDLR, de ces Interahamwe et des autres opposants qui sont en Belgique, en Afrique du Sud et partout? C'est que lui, il fait parce qu'il est protégé par sa diplomatie de génocide qu'il a développée. Et chaque fois qu'il est en position de faiblesse, il s'est fait passer pour la victime au nom du génocide. Je reviens encore sur le propos de son ambassadeur au Conseil de sécurité. Les FDLR apparaissent partout. Quand on veut l'accuser, il sort l'argument des FDLR et tout. Donc, il faut qu'à un moment donné, la communauté internationale, si elle veut bien aider la République démocratique du Congo, elle doit imposer à M. Kagame et à son régime d'organiser un dialogue avec ses opposants, parce que nous avons du travail pour reconstruire notre pays et nous n'avons pas à perdre dans des querelles inter-rwandaises. C'est M. Kagame, effectivement, qui a trouvé comme fonds de commerce la présence de certains de ses opposants sur les territoires congolais, et c'est pour ça que des milliers et des millions de Congolais meurent tous les jours. Et est-ce que vous pensez que c'est possible aujourd'hui que M. Kagame accepte de recevoir, nous d'échanger, comme vous le dites, avec ces Hutus et les recevoir là-bas sur le sol rwandais? Non, madame, le respect des obligations internationales en matière de démocratie, de réconciliation nationale, ne doit pas dépendre de la volonté de M. Kagame. Les Rwandais, comme les Congolais, ont besoin de la démocratie. Rappelez-vous toute la pression qu'on a exercée sur le président Kabila.
des sanctions contre son entourage. C'était l'apocalypse, c'était la fin du monde. Il n'y a pas de démocratie au Congo. Vous pensez que la qualité de la démocratie au Rwanda est supérieure que celle du Congo? Si la communauté internationale veut amener M. Kagame à discuter avec ses opposants, mais ils vont les contraindre, il va les faire. Ce qui est injuste, c'est que nous, Congolais, pensons que derrière l'argument de la démocratie, c'était la haine contre le président Kabila. Parce que quand nous regardons tous nos voisins, quel est le pays qui organise la démocratie comme nous? Non, vous nous citerez. Il y a le président Sassou qui est là au pouvoir. Et nos voisins de l'Est, Paul Kagame, Yoweri Museveni, et tout, à la limite, la Tanzanie. On citerait à la limite la Tanzanie et la Zambie. Mais on entretient Paul Kagame. On s'agenouille devant lui. Pourquoi? Mais parce qu'il a développé un discours fondé sur les génocides dont il est l'un des auteurs. Parce que l'attentat contre l'avion du président Habyarimana aujourd'hui, beaucoup d'enquêtes ont démontré qu'il n'est pas innocent dans cet acte-là. Alors, un monsieur comme celui-là, la communauté internationale ne devrait pas le fréquenter. Vous vous rappelez en 2012, quand le gouvernement congolais, et sous le régime du président Kabila, quand nous nous sommes réveillés et avons pris conscience, M. Kagame a perdu une partie de l'aide qu'il recevait, notamment du Canada, de l'Allemagne, de son premier protecteur, la Grande-Bretagne. Donc, à un moment donné, si on hausse les tons, et si le Rwanda, si la réconciliation, le dialogue entre les peuples rwandais est organisé, les Congolais trouveront la paix. Et je parie que la solution passe par là. Et je pense que ce n'est pas seulement ça, le fait qu'il ait développé cet argument-là du génocide. Moi, je me rappelle que, entre parenthèses, à l'école, on nous avait enseigné que l'Occident a toujours voulu protéger cette race, les Tutsis, parce qu'ils sont minoritaires au monde, d'où il faut leur protéger. C'est comme on protège les Juifs, les Tutsis doivent être là, on ne doit pas exterminer. Cette race ne doit pas disparaître de la carte. Non seulement qu'il n'y a personne qui veut faire disparaître cette race, mais les Tutsis ne sont pas qu'au Rwanda. Il ne faut pas parler. Oui, il faut pas que monsieur. La race Tutsi. C'est un argument, à mon avis, qui n'est pas tellement solide parce que la race Tutsi, elle n'est pas qu'au Rwanda et tous les États qui ont sur leur territoire des Tutsis ne menacent pas le Congo. Les Tutsis existent aussi au Burundi. Et nous n'avons pas la même qualité de relations avec les Burundis qu'avec les Rwandais. Les Tutsis existent aussi dans plusieurs autres pays de l'Est du Congo. Nous n'avons pas la même qualité de relations. Le problème avec M. Kagame, c'est sa mégalomanie, c'est son désir de créer un empire. Attendez, là, vous anticipez même ma question. Oui, ce sont ces désirs. Excusez-moi de terminer ma réflexion, madame. C'est un problème personnel de M. Kagame et de son régime. Parce que, comme nous étions en train de le dire il y a quelques minutes, si au Rwanda, il y avait un régime démocratique, l'espace, la parole était libérée, je vous dis qu'il y a des Rwandais qui sont contre ce que M. Kagame est en train de faire. Donc, ce ne sont pas tous les Tutsis qui doivent être mis dans les sacs de M. Kagame. Les problèmes, c'est M. Kagame et son régime, ses collaborateurs. Si les régimes venaient à changer au Rwanda, ou si la parole était libérée au Rwanda, les opposants étaient capables de s'exprimer, en tout cas, nous n'aurons pas les problèmes que nous avons aujourd'hui avec nos voisins rwandais, parce qu'ils sont nos voisins. Mais la RDC fait frontière avec plusieurs pays, mais on n'a pas de problème avec la Zambie, la Tanzanie, l'Angola. Et pourquoi seulement le Rwanda? J'étais en train de répondre à cette question. J'ai anticipé, je vous ai coupé les herbes sous les pieds. C'est un problème personnel de M. Paul Kagame. C'est un problème personnel de M. Paul Kagame. Vous avez vu, M. Paul Kagame veut nourrir sa mégalomanie, ses envies de régner, d'être les maîtres de la région. C'est tout. Il a eu des problèmes avec la Tanzanie. Il a eu dernièrement des problèmes avec l'Ouganda. Il a eu des problèmes avec les Burundi. Je crois qu'il a encore des problèmes avec les Burundi. Et il a des problèmes avec les Congo. Donc lui, il estime effectivement qu'il doit être le maître de la région. Et pour les Congo, en plus de ses envies, de ses désirs de mégalomanie, M. Kagame voudrait se servir des richesses de l'Est du Congo pour ses propres besoins, sa propre poche et pour
asseoir son régime dictatorial. Qu'est-ce qui lui rassure autant? Il serait soutenu par l'Occident, apparemment, la communauté internationale. Non, il a un lobby qui influence les décisions de la communauté internationale. Mais il profite aussi de la naïveté dont je t'ai parlé tout à l'heure des Congolais. Parce que, effectivement, nous, Congolais, avons perdu plusieurs millions de Congolais. De suite, plusieurs millions de nos compatriotes pour avoir pris la décision de bonne foi d'ouvrir nos frontières pour accueillir les Hutu-Rwandais et d'autres citoyens qui fouillaient l'avènement au pouvoir de M. Kagame et du FPR. Donc, je pense que si nous déployons pour faire comprendre, et ce travail avait commencé depuis 2012 sous le président Kabila, pour montrer à l'opinion internationale que c'est le Congo qui est en situation de victime. Le Congo n'a commis aucun péché en ouvrant ses frontières pour accueillir les réfugiés. Le président Mobutu, à l'époque, n'avait commis aucun péché. Il ne voulait que mettre en œuvre les obligations internationales. Mais aujourd'hui, nous comptons plusieurs millions de morts, alors que M. Kagame, le génocide rwandais, je ne minimise pas le nombre de morts, mais n'a compté que 800 000 morts. Donc, à mon avis, je pense que ce qui donne la force à M. Paul Kagame, c'est tous les lobbying qu'il a déployés. Les gens comme Peter Pan, Atlantic Council aux États-Unis d'Amérique, tous ces lobbies-là de M. Kagame, ce sont eux, effectivement, qui entrent pour obtenir des décisions favorables à M. Paul Kagame et en défaveur du Congo. Mais je pense que quand nos diplomates se sont mis à faire comprendre à l'opinion internationale, Paul Kagame a commencé à être condamné depuis 2012. Et ceux qui lui donnaient de l'aide ont commencé à comprendre que cette aide-là était une complicité au crime qui se commettait au Congo, qu'à un moment donné, il fallait arrêter de lui apporter cette aide-là, parce que cette aide, il se sert de cette aide pour tuer, pour détruire les Congolais. Malheureusement, le président Tshisekedi, de bonne foi ou naïvement, est allé embrasser cet homme-là. De bonne foi, peut-être qu'il pensait qu'en le faisant, il allait les calmer, ou naïvement, il a cru. Il voulait juste mais voilà où ça nous a amenés. Voilà. Alors, aujourd'hui, Paul Kagame, à la face du monde, se fait passer pour un homme, je ne sais pas, humaniste, qui accepte de recevoir les réfugiés de la Grande-Bretagne et d'ailleurs, pour les héberger chez lui, sachant qu'il n'a pas assez d'espace. Est-ce que ça ne serait pas un autre problème pour nous? Non, il a pris cette décision pour son pays. Nous devons réfléchir sur la manière d'être prudents sur les longs de nos frontières pour que ces gens qui viendraient de la Grande-Bretagne pour le Rwanda ne soient pas en réalité destinés à venir au Congo en violation de nos règles. Parce que si quelqu'un veut venir au Congo, il est un demandeur d'asile en Grande-Bretagne, il veut venir au Congo, nous avons des règles d'immigration qu'il doit respecter. Je ne trouve pas d'inconvénient si quelqu'un entre au Congo légalement. Mais la décision de M. Paul Kagame est une décision qui concerne son pays et ces gens devraient rester dans son pays. Ce que nous, Congolais, devons faire, les dirigeants congolais, c'est de renforcer notre administration d'immigration de manière que, en réalité, la destination de ces gens ne soit pas le Congo. Nous n'avons pas à lui refuser le droit de signer un accord pour que nous n'avons pas d'opinion à émettre. Il faut peut-être envisager avec notre entrée à la communauté des États de l'Afrique de l'Est, s'il existe dans les régimes applicables dans cet espace la libre circulation de personnes, c'est là que le problème pourra se poser. Parce que un membre de cette sous-région a pris la décision de recevoir les demandeurs d'asile et de les amener. S'il y a la libre circulation, c'est-à-dire une fois descendus au Rwanda, ils peuvent aller au Burundi, en Ouganda, en Tanzanie, au Kenya et au Congo. C'est comme ça qu'en ce moment, les problèmes devraient être posés au niveau de la communauté des États d'Afrique de l'Est pour savoir si cette communauté applique la libre circulation de personnes. C'est en ce moment-là que des inquiétudes pourront se soulever. Mais souverainement, nous avons les devoirs de garder nos frontières de manière que ces gens-là, pour lesquels M. Kagame va obtenir beaucoup d'argent, que ces gens vivent au Rwanda jusqu'à connaître les sorts du traitement de leur dossier à Londres, s'ils vont retourner à Londres ou s'ils vont s'installer au Rwanda. Nous avons notre territoire, donc un problème, une décision souveraine du Rwanda ne nous regarde pas.
Mais est-ce que, moi, je n'ai jamais été à l'Est, là-bas, à Goma, mais j'aurais appris que les Congolais vivent aussi ensemble avec le Rwanda. Il y en a qui vivent à Goma, au Congo ici, mais qui vont faire le marché au Rwanda. Ils entrent librement et sortent, et ceux de là qui entrent le matin peut-être pour sortir le soir. Vous avez dit que ça librement. vous avez dit que ça concerne les Congolais et les Rwandais, comme entre Kinshasa et Brazzaville, avec les laissez-passer, vous pouvez partir, vous n'avez pas l'obligation de chercher les visas. Je pense que si ça concerne les Congolais et les Rwandais, en tout cas avec le peuple frère du Rwanda, il n'y a pas de problème. Mais les régimes de M. Paul Kagame nous posent problème, à mon avis. S'il y a la libre circulation des Congolais et des Rwandais, un étranger au Rwanda ne bénéficiera pas de cette mesure. La seule préoccupation que moi je soulève, c'est d'interroger les dirigeants qui nous sommes dans un processus d'adhésion parce que nous n'avons pas encore ratifié notre adhésion à la communauté des États d'Afrique de l'Est, puisque pour que cette mesure devienne effective, il faut l'autorisation du Parlement. Nous n'ayant pas encore adopté la loi autorisant la ratification du traité qui crée la communauté des États d'Afrique de l'Est, jusque-là, je n'ai pas encore de crainte, parce que le Congo, la RDC n'est pas encore membre effectif de cette communauté, en attendant la ratification du traité qui crée cette communauté. Mais c'est une raison de plus pour nous de réfléchir si nous devons poursuivre ces processus d'adhésion qui pourraient impliquer la libre circulation des personnes qui se trouveraient dans cet espace, de manière que ces étrangers-là, que la Grande-Bretagne enverra au Rwanda, pourront circuler librement au Congo. Et là, nous n'aurons pas d'argument à opposer pour les empêcher. Donc, c'est peut-être le moment de vérifier si dans la communauté, la libre circulation s'étend à toutes les personnes se trouvant dans cet espace où il s'agit d'une collaboration des services d'immigration entre la RDC et le Rwanda qui fait que nos compatriotes quittent Goma facilement pour entrer à Gisenyi et que les Rwandais quittent Gisenyi et entrent au Congo sans des formalités que nous connaissons, des traversées de frontières. Alors, Maître Trésor Lungungu, maintenant que nous connaissons la vraie face du Rwanda, qu'est-ce que les Congolais doivent attendre de la coopération entre les deux pays, nos deux pays? Est-ce qu'elle doit perdurer ou il faut carrément rompre cette coopération? Non, avec les peuples rwandais, les Congolais doivent se dire qu'un jour, nous reprendrons notre amitié et notre fraternité, parce que nous avons une histoire commune. Nous avons connu, après les départs des Allemands, le Rwanda nous avait rejoints sous l'autorité de la Belgique. Nous avons donc ces passés communs. Mais avec les régimes de M. Paul Kagame, il ne faut pas avoir l'attitude des Congolais, c'est que nous ne devons pas avoir des rapports avec ces régimes de Kigali aussi longtemps que nous n'avons pas obtenu des excuses, les réparations pour nos millions de morts, pour la violation de notre intégrité territoriale, pour la violation de notre indépendance depuis 1996 et 1998. Parce que, madame, c'est bien normal. Aujourd'hui, les Français et les Allemands peuvent se dire ils forment un couple franco-allemand. Les premiers voyages du tout président français, c'est d'aller en Allemagne. Les premiers voyages du tout chancelier allemand, c'est d'aller en France. Mais c'est parce que après l'agression des nazis et tout, de Hitler, l'Allemagne a reconnu sa responsabilité et a réparé dans la mesure du possible. Nous sommes dans un processus de réparation avec l'Ouganda. Mais nous ne sommes pas encore dans ces mêmes processus avec le Rwanda. On ne peut pas construire des bonnes relations. C'est cette erreur fatale que je reproche au gouvernement, au régime du président Tshisekedi, d'avoir cru qu'on pouvait tourner une page comme ça avec le Rwanda. Non, il est possible d'amorcer toutes les manœuvres et les démarches possibles pour que M. Kagame et son régime arrivent à reconnaître la violation du droit international, en particulier de la souveraineté du Congo, et qu'on recense les victimes provoquées, des millions de victimes, certaines n'existent plus, mais des millions de victimes que l'armée rwandaise a provoquées sur le territoire congolais, que le Rwanda, dans la mesure, dans la proportion de ces faits illicites, arrive à réparer. Et si nous ne faisons pas cela, moi je ne vois pas comment on peut aller signer des accords comme on l'a fait. Encore que jusqu'à aujourd'hui, ces accords, qui sont des accords à forme simplifiée, n'ont pas été portés à l'attention de l'Assemblée nationale, du Parlement, comme l'exige la Constitution.
Et je crois que c'est une véritable trahison de notre peuple et une violation de notre constitution permanente, parce que nous ne savons pas pourquoi s'être précipité à collaborer avec quelqu'un qui est dans un négationnisme d'une histoire, d'un moment noir de notre histoire, à savoir l'agression de 98, des milliers de massacres qui ont été perpétrés dans notre pays. Voilà. Et en tant qu'expert en droit international, que doit faire le gouvernement au stade actuel, le gouvernement congolais, face au Rwanda? L'attitude à adopter, c'est effectivement d'abord de se mettre dans la position des victimes sur la scène internationale. C'est Paul Kagame et son régime passent toujours pour la victime, alors que c'est le Congo qui paie les frais de l'instabilité du Rwanda depuis 1994. Il faut que ces discours passent officiellement. Il faut que dans les instances internationales, qu'on ne se serve pas de ces styles interrogatifs, mais que l'on affirme très clairement que tout ce que la communauté internationale est en train de faire au Congo, tous les moyens que l'on met pour rétablir la paix au Congo, la cause, et c'est la bonne volonté du Congo de recevoir sur son sol des réfugiés rwandais. Et Paul Kagame ne doit pas se servir de ces prétextes-là pour chaque fois déstabiliser le Congo. Au lieu de penser à la reconstruction de notre pays, nous devons passer à la guerre que nous devons incessamment livrer au Rwanda ou à des groupes qu'il crée ou qu'il est en train de fomenter. C'est ce que doit faire notre gouvernement. Deuxièmement, nous devons suffisamment organiser notre armée. Nous devons suffisamment équiper notre armée. Si nous avons la guerre. Non, c'est-à-dire pas se préparer à la guerre, mais avoir une force de dissuasion qui enverra un message à tout pays voisin que si vous vous hasardez à venir au Congo, eh bien, vous aurez ce que vous chercherez. Je crois que ce sont ces deux démarches diplomatiques pour, disons, pour faire entendre la voix du Congo, mais aussi les langages, une organisation de notre armée, de manière à rendre notre armée puissante et à lui donner les moyens de défendre l'intégrité de notre territoire. Voilà. Et des sanctions ont été prises, entre autres la suspension des activités de Rwandair sur le sol congolais et aussi la mise en garde du gouvernement rwandais. Est-ce que vous pensez que c'est assez pour Disons faire que mal c'est un très bon début parce que j'étais parmi les premiers demandeurs de la suspension, du retrait de la licence de Rwandair. Je m'en félicite et je crois que c'est une réponse à mon appel. Mais deuxièmement, je pense que il faut suspendre tous les accords qu'on a signés avec Kagame. Et déjà, nous ne savons pas que contenaient ces accords avec Paul Kagame. Donc, nous pensons que c'est un régime qu'il ne faut pas fréquenter. Il ne faut pas fréquenter ces régimes. Je pense que pour montrer la gravité, parce qu'on est en train de crier les Rwandais à ceci, mais nous n'adoptons pas l'attitude qui montre la gravité du problème. Et l'ambassadeur est toujours là, voilà, l'ambassadeur Kariga. Il faut rappeler notre ambassadeur à Kigali, s'il existe, il doit revenir. Et nous avons porté à l'intention du gouvernement rwandais par son ambassadeur ici notre protestation. Mais je pense que notre gouvernement est dans l'attitude de se dire que ce n'est pas encore aussi grave. Mais je ne sais pas, il faut attendre quelle gravité pour rappeler notre ambassadeur qu'il vienne en consultation. Et si c'est aussi possible, demander à leur ambassadeur ici de partir. Bagage. Déjà, les services des renseignements militaires, le fait de le faire Kaïm, avaient prévenu le président de la République. Et c'était des notoriétés publiques que M. Kariga a été ambassadeur en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, il était chassé là-bas. Parce que c'est l'un des hommes de la dictature de Kagame qui assassine ses opposants partout dans le monde. Donc je pense que ça a été une erreur, encore une fois, de les recevoir chez nous. Mais je pense que notre gouvernement devra ouvrir l'œil et les bons pour que M. Kagame comprenne, comme il l'avait compris en 2012. Je pense qu'il est revenu parce qu'il a trouvé qu'il avait en face de lui un gouvernement qui était naïf, qui pensait qu'il avait changé ses intentions vis-à-vis du Congo. Et nous avons reçu le roi de Belge en RDC. Est-ce que les Congolais peuvent attendre quelque chose de la Belgique par rapport à l'agression à l'Est? Les problèmes du Congo, c'est d'abord les Congo. Je suis désolé.
On n'attendra pas ça de la Belgique. Et la Belgique, la France et tous les autres pays occidentaux ont été, depuis 96-98, les soutiens de Paul Kagame. Mais aujourd'hui, il faut leur dire, effectivement, de cesser de collaborer avec un régime dictatorial comme celui de M. Kagame. Mais la défense de notre intégrité territoriale ne sera pas remise à une quelconque puissance. Nous pouvons attendre de ces puissances, des États-Unis, de la Russie, de la France, de la Belgique aussi, si c'est une puissance, attendre de l'aide à notre armée pour que cette dernière puisse faire face à toute éventualité. Mais les destins de notre peuple est depuis 1960 entre les mains de ses enfants. Nous ne remettrons plus notre destin entre les mains de la Belgique. Donc la Belgique peut nous aider, comme vous le dites, oui, mais de quelle manière? En se battant, par exemple, qu'on lève l'embargo qui frappe notre pays. Nous devons acheter des armes, nous devons armer suffisamment nos forces combattantes de manière à dissuader tous les voisins qui veulent se jouer, qui veulent s'hasarder sur notre territoire. Je crois qu'on n'a plus assez de temps, on va vite terminer. Une dernière question, c'est ce genre de conflits qui sont portés devant la Cour internationale de justice. On était devant cette cour qui a tranché face à l'Ouganda et a sommé l'Ouganda de dédommager la RDC face aux crimes commis en Ituri. Mais cela n'a jamais été fait. Et on apprendrait que le chef de l'État a d'ailleurs demandé de régler ça à l'amiable. Comment est-ce que vous jugez l'initiative du chef de l'État de régler ça à l'amiable après le verdict d'une cour? Ayant fait partie, ou faisant encore partie de l'équipe de défense de la RDC dans l'affaire contre l'Ouganda, je sais que le premier paiement a été prévu dans l'arrêt au 1er septembre 2022. Nous devons attendre, notre attitude c'est d'attendre le 1er septembre, parce que les Ougandais savent... Mais vous allez attendre quoi si le chef de l'État a demandé de régler à l'amiable? Je suis en train de venir, madame. C'est une information que je n'ai pas vérifiée. Donc, je ne peux pas me permettre de critiquer quelque chose qui ne me semble pas encore vrai. Ça s'est dit comme ça. Mais je sais que l'arrêt de la Cour était clair, que l'Ouganda paiera chaque 1er septembre de chaque année 65 millions de dollars à la République démocratique du Congo pendant 5 ans en réparation des dommages causés par son armée sur le territoire de la RDC. Mais si le président de la République estimait qu'il faut encore discuter, déjà ces montants, nous en avons parlé sur ce plateau, est insignifiant, loin en deçà des attentes des victimes. Je ne sais pas comment il va se débrouiller avec, à quoi serviront. Peut-être pour trouver un autre planning de paiement, un autre échelonnement des paiements, mais pas pour remettre en cause déjà un montant modique inférieur aux attentes des victimes et de la population. Ça, c'est de un. Puis de deux, je pense que le président Tshisekedi a montré plusieurs fois sa bonne volonté au président Kagame. 2 fois, il a demandé à la commission, au ministère de la Justice, de suspendre la procédure devant la Cour internationale de justice et de donner la chance aux négociations. Et nous savons, la RDC a attendu la délégation ougandaise ici sans succès jusqu'à retourner à nouveau devant la Cour pour finalement avoir cet arrêt. Donc, je ne crois pas à la bonne foi des négociateurs ougandais sur cette question. Le 1er septembre, à mon avis, les Ougandais doivent payer, tout simplement. Voilà, je crois qu'on est bel et bien à la fin de cette émission. Je vous remercie d'abord d'être venu. Merci, madame. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs de Digital Congo. Je vous rappelle que nous recevions sur ce plateau Maître Trésor Lungungu, qui est juriste et internationaliste, mais aussi membre de la SAMAF, qui est l'affinité scientifique Auguste Mampouya Forever. Une fois de plus, merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine. Au revoir. Merci, madame Fifi.